Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 15 décembre 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, c'est le jour de Fed. Les investisseurs seront donc suspendus aux lèvres de Jérôme Powell ce soir. Mais avant ça, hier, Wall Street a quand même terminé en baisse, après notamment la publication de données montrant que les prix à la production aux États-Unis ont quand même grimpé plus qu'attendu en novembre, alimentant forcément l'hypothèse que la Fed décide ce soir d'accélérer le resserrement de ses programmes d'achat d'actifs. En tout cas, ce sont des choses déjà pricées par les marchés. Mais effectivement, cet indicateur renforce finalement l'hypothèse d'un resserrement des programmes d'achat d'actifs. Par ailleurs, on a toujours des inquiétudes liées à la rapide propagation du variant Omicron, qui vont quand même contribuer à la dégradation de la confiance des investisseurs et à faire aussi reculer un peu les principaux indices de Wall Street. Néanmoins, c'est surtout les valeurs technologiques qui ont été plombées hier, qui ont aussi pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq, puisque les Fangman, les gros bulldozers, les big tech, Meta, Microsoft, Tesla, Alphabet et Amazon, ont quand même perdu hier entre 1 et 4%. Comme je vous le disais, d'après les données publiées hier par le département américain du travail, l'indice des prêts à la production aux États-Unis a bondi le mois dernier à 9,6% sur un an. C'est quand même une hausse record depuis 11 ans. Et forcément, nombre d'investisseurs s'attendent à ce que la Fed indique un tapering plus rapide qu'attendu et par conséquent aussi un relèvement peut-être prématuré des taux d'intérêt dans le but de compenser justement la rapide flambée des prix. Donc là, les meilleurs sondages et les meilleures prévisions au plus tôt, ce serait actuellement en mai 2022. Donc maintenant, il reste à savoir si la Fed va faire des annonces et indiquer une date ou évoquer une fourchette qui pourrait varier entre mai 2022 au plus tôt et au plus tard, ce serait, je pense, à partir de juillet 2022. Et généralement, ça devrait être entre ces 3 mois-là. Concernant les bourses européennes, ce matin, c'est assez mou. On progresse un peu en début de séance, notamment pour le CAC qui nous a fait un petit gap haussier, mais depuis plus rien. Forcément, les investisseurs limitant la prise de risque avant les annonces de la Fed et de la BCE demain. Là, on aura donc les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale à 20 heures. Et derrière, on aura une réunion et un discours. Et en tout cas, on suivra les annonces de Jérôme Powell. Comme je vous le disais juste avant, une accélération de la réduction des achats d'obligations de la Fed est toujours largement anticipée par les investisseurs qui analyseront surtout les dot plots. Les prévisions justement des membres du FOMC sur l'évolution future des taux et derrière, les marchés surveilleront aussi les déclarations de Jérôme Powell lors de la conférence de presse. Et donc, l'élément surtout intéressant qu'il va falloir surveiller, c'est les dot plots, car nous pourrions avoir un rythme de hausse plus agressif dans les dot plots avec éventuellement une majorité de membres signalant jusqu'à 3 hausses de taux en 2022, bien qu'ils devront aussi reconnaître les risques actuels autour du variant Omicron. Donc là, ça va être l'élément à surveiller ce soir. Comme je vous le disais, j'attends pas de grandes annonces de la part de Jérôme Powell, à part un tapering plus agressif et éventuellement une date. Il pourrait éventuellement nous donner une date clé à partir de quand la Fed va procéder à une première hausse de taux. Néanmoins, là, l'élément qui va m'intéresser ce soir, c'est vraiment les perspectives concernant les dot plots
et savoir comment se positionnent justement les membres du FOMC pour voir s'ils tablent sur 2, voire même 3 hausses de taux. Actuellement, Jérôme Powell avait exclu cette hypothèse de 3 hausses de taux, mais on a eu quand même plusieurs discours de membres de la Fed qui considéraient que les conditions de marché étaient en tout cas réunies, notamment avec une inflation galopante, pour procéder à plusieurs hausses de taux. Donc là, ça va nous permettre ce soir, en tout cas je l'espère, d'avoir un peu plus de visibilité pour 2022. Ici, c'est l'indicateur Time Magazine. En tout cas, le magazine Times est réputé pour parfaitement timer le marché, que ce soit dans les creux de marché ou dans les sommets de marché, dans les pics inédits comme dans les creux. Et ici, comme vous le savez sûrement, le Time Magazine a élu Elon Musk comme personnalité de l'année. Et globalement, on constate que l'indicateur du magazine Time est de mauvais augure pour 2022. Car à chaque fois qu'une icône d'entreprise a fait la couverture du magazine Time en tant que personne de l'année, eh bien, le Nasdaq a chuté l'année suivante. Donc là, en 2000, c'était Jeff Bezos, donc pile au moment de la bulle Internet, moins 40 derrière. Bon, après, il faut aussi relativiser dans le sens où l'action valait 120 $. Aujourd'hui, elle en vaut 4000 $. Donc, 20 ans après, finalement, c'est devenu un géant qui dévore le monde. Pareil pour Facebook, un Nasdaq qui a perdu, qui n'a pas enregistré de performance, qui a cédé quasiment 2%. Et est-ce qu'une nouvelle fois en 2022, le Time Magazine ne vient pas de timer une nouvelle fois le Nasdaq, indiquant peut-être des performances un peu fébriles en 2022, voire même des performances négatives. En tout cas, comme je vous le disais depuis plusieurs briefings, je pense qu'on va avoir une rotation sectorielle en 2022 avec notamment, à cause en tout cas, et de l'inflation et des perspectives de hausse de taux. Et je vous disais que je pense que les marchés vont privilégier les valeurs cycliques au détriment des valeurs technologiques. Clairement, l'année 2021, ça a été l'année des crypto-monnaies et des valeurs technologiques. Je ne sais pas honnêtement si on va avoir une grosse correction du Nasdaq, mais c'est quand même toujours marrant d'étudier le Times avec les performances des indices boursiers. Ils avaient fait le même coup en 2020 avec les marchés en indiquant la une du Time Magazine était juste exceptionnelle quand les marchés ont atteint leur pic, leur sommet inédit en 2020, juste avant l'effondrement. C'était justement pareil, c'était une visant les Fangman, et derrière, le marché est tombé. Et enfin, le creux de marché a été timé quand le Time Magazine a évoqué que la planète était fermée, que c'était un peu la fin du monde. Derrière, le marché est reparti pleine balle. Donc, encore une fois, vraiment des indicateurs, je trouve, assez pertinents. Ensuite, est-ce que le Nasdaq en 2022 va battre de l'aile? Toujours délicat d'affirmer cela, je n'ai pas de boule de cristal, mais effectivement, quand on voit le contexte actuellement économique et l'environnement économique aussi, ça va être plus compliqué pour les valeurs technologiques d'obtenir des gains, et au contraire, on pourrait avoir une rotation sectorielle au profit des valeurs cycliques, notamment avec plusieurs hausses de taux à venir. Néanmoins, gardez bien ça dans un coin de votre tête, et je pourrais ressortir l'image en fin 2022 si le Nasdaq clôture dans le rouge. Ici, c'est un graphique concernant les plus gros risques à venir selon les investisseurs qui ont été sondés par Bloomberg. Et ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le tapering et l'inflation galopante sont
les plus gros risques pour les perspectives à venir. Effectivement, les gestionnaires de fonds, on considère le tapering ici comme l'un des plus gros risques pour les perspectives économiques. Et enfin, la politique monétaire est aussi l'une des principales préoccupations pour environ quand même, là c'est 37%, 37% des gestionnaires qui considèrent que la politique monétaire reste quand même une des préoccupations et 33% estiment que l'inflation galopante est aussi une source d'inquiétude. Donc voilà les deux thèmes clés à surveiller en 2022 et on voit bien qu'après, les marchés ne sont pas trop inquiets de la pandémie, des nouveaux variants, des risques géopolitiques ou d'un ralentissement économique en Chine. C'est vraiment des facteurs qui n'inquiètent pas pour le moment les marchés, notamment surtout la pandémie, l'évolution de la pandémie et des nouveaux variants. Et très clairement, on voit bien qu'à chaque fois qu'on a un nouveau variant qui tombe, il y a un peu de panique, mais franchement, ça ne fait que tousser les marchés. Et derrière, ils repartent pleine balle. Le S&P est quasiment reparti a quasiment tout à fait un nouveau record. Ça risque de créer quelques turbulences, mais on devrait voir la lumière au bout du tunnel et je ne pense plus maintenant que les annonces autour de la pandémie inquiètent véritablement les marchés et les fassent trembler au point de perdre plus de 10%. Néanmoins, l'inflation, ce serait si la Fed s'est complètement plantée dans ses perspectives et la BOCE aussi. Ici, eh bien, on aurait une perte des confiances auprès des plus grands argentiers du monde. Donc là, autant vous dire que ça pourrait faire quelques dégâts. Et enfin, forcément, la politique monétaire, puisque les marchés ont été arrosés de liquidités par les banquiers centraux qui ont amené les indices sur la Lune. Forcément, si politique monétaire trop agressive et des banquiers centraux qui retirent leur perfusion trop rapidement des marchés, là, pareil, les marchés risquent de perdre pied, auquel cas les banques centrales seront obligées de nouveau d'intervenir sur les marchés pour éviter une correction trop profonde. Même si une correction, j'estime qu'une correction de 10 à 15% sur les marchés actuellement, notamment sur les marchés américains, ne remettrait pas en tout cas en cause la dynamique haussière, au contraire permettrait un peu de purger, de nettoyer tout ça pour repartir dans une tendance un peu plus saine, car là je trouve que les marchés restent quand même au perché. Concernant la partie graphique, direction notre indice national. Très clairement, il se passe absolument rien. La stratégie d'hier a un peu porté ses fruits. Je vous disais quand même d'attendre le comblement du gap pour tenter quelques achats, pourquoi pas. Effectivement, on a un très beau niveau ici. Maintenant, placer plein de trades juste avant les banques centrales, c'est vraiment pas la bonne chose à faire, très clairement. Au contraire, j'estime qu'on est dans une séance où il vaut mieux être observateur que trader. Si vous avez réussi à payer ici, eh bien, remontez un peu votre stop, mettez-le à break-even, mais protégez-vous, tout simplement. Je reste plutôt neutre. J'estimais qu'on avait un bon niveau de prix à venir combler pour repartir, mais là, le CAC 40 est un peu mou, clairement. On aura sûrement un flux directionnel après la Fed et après la BCE. J'imagine mal les banquiers centraux venir gâcher la fête, encore une fois. Quel est l'intérêt? Il n'y en a aucun. Ils se montreront sûrement plus agressifs à partir de 2022, mais là, je pense que les indices aimeraient bien terminer l'année en fanfare et la Fed et les banques centrales n'ont aucun intérêt à faire plier les marchés et à créer de la panique juste avant les fêtes. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc maintenant, plutôt un biais haussier.
Si vous avez été acheteur ici, remontez votre stop, mettez-le à break-even et espérez que le marché parte dans le bon sens. Mais pas de stratégie de trading, honnêtement, à quelques heures d'annonce de banquiers centraux, que ce soit la Fed ou la BCE demain. Plutôt un sentiment haussier. Je vois mal le marché repartir en direction du sud. Maintenant, on est sur un bon niveau de prix. On est venu combler le gap. Pour moi, c'était le niveau à surveiller cette semaine. Peut-être qu'on a cette oblique aussi qui pourrait soutenir le marché. Bref, on était sur un bon niveau. Payer maintenant, bon, honnêtement, c'est un peu tard. Ici, ça a laissé une marge de manœuvre, de quoi mettre un stop à break-even et ensuite laisser faire le marché. Si ça part et qu'on est dans le bon sens, eh bien, tant mieux. Profiter de la nouvelle jambe de hausse à venir et pourquoi pas d'un retour sur les nouveaux plus hauts. Et si au contraire le marché juge les annonces décevantes, eh bien, stopper à break-even et on attendra les prochains niveaux de support et les annonces de la BCE pour trouver de nouvelles opportunités sur le CAC 40. Mais pour l'heure, soyez observateurs et pas traders. Le DAX, pareil, finalement, on est quasiment venu combler le gap. Ça repart un peu à la hausse ce matin. Bon, est-ce qu'il va nous faire un double top? À surveiller. Finalement, le DAX plus fébrile que l'indice CAC 40. Ici, on a eu un joli double top qui s'est formé. Bon, l'objectif théorique n'a pas été atteint. Effectivement, il y a encore un peu de place pour venir combler le gap. Pour l'instant, on est sur une grosse zone de support. Attendons de voir aussi, pas de précipitation pour le DAX, j'estime que c'est un peu neutre. On est sur une grosse zone de support. D'un autre côté, l'objectif théorique du double top n'a pas été atteint. Il est un peu plus bas, vers les 15 300. Maintenant, en données daily, voilà, on a cette fameuse grosse zone, on a tenté une incursion dessous, on tient. Ça correspondait sur les 38,2. 38,2 de retracement de la dernière vague de baisse. Zone et même 200. Effectivement, c'est un bon niveau. On est très clairement sur un bon niveau sur le DAX. Mais pour moi, c'est un peu, après c'est mon avis, hein, mais je trouve ça prématuré de prendre des risques, encore une fois, juste avant les annonces des banquiers centraux. C'est un peu du trading casino, tant pis si on rate une opportunité, mais je préfère avoir un peu plus de visibilité, avoir un peu moins de nervosité sur les marchés pour pouvoir vous proposer une stratégie et rentrer plus sereinement sur ce marché et pas en mode espoir. Mais je note très clairement qu'on est sur un très beau niveau technique. La MM200, 38,2 de FIBO, cette zone de résistance, de support, pardon. Effectivement, on pourrait avoir un bon niveau pour un rebond. Mais pour l'heure, c'est complètement mou sur le DAX. Je pense qu'on va rester toute la séance comme ça jusqu'à demain matin dans l'attente que le marché digère les annonces de Jérôme Powell. Le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, s'est fait une petite frayeur hier. Finalement, on a enfoncé le support. Pareil, ce serait bien de venir combler le gap avant de repartir. Ouais, on a des beaux gaps sous les pieds, que ce soit le CAC 40, le DAX et le Dow Jones. Le CAC est venu combler le gap. Le DAX, il manque pas grand-chose. Le Dow Jones, c'est pareil. Effectivement, ce serait intéressant de venir combler ce gap avant de repartir. Généralement, les prix sont quand même attirés par les trous de cotation. Et là, il manquait pas grand-chose. J'ai vraiment cru qu'on allait venir le combler et finalement, le marché a plutôt bien tenu, clôturé au-dessus de cette zone de support-là. Pour l'instant, il n'y a pas de dégradation. Ça reste aussi, en tout cas sur le cash, il n'y a pas de niveau d'alerte. Les acheteurs, ils gardent la main toujours. Maintenant, si on va un peu sur... D'abord, j'ai envie de regarder la bougie
Ok. Peut-être qu'on pourrait avoir un pullback sur la Tenkan. Pour rappel, on a quand même eu ce magnifique setup haussier qui assure Tenkan Kijun de plat avec une bougie flue et directionnelle. Bon, si on vient combler le gap ici, on pourrait venir faire pullbacker, effectivement, faire un pullback sur la Tenkan avant de repartir vers de nouveaux records. Donc, un niveau à surveiller ce soir, venir combler le gap éventuellement, prise d'appui sur la Tenkan pour ensuite repartir. Maintenant, sur les futurs, c'est la même chose. On est à l'équilibre. Bon, il y a un beau niveau ici, ça correspond à peu près au gap qu'on a laissé ouvert. Je ne serais pas étonné que le marché vienne chercher ce niveau avant de repartir. Donc voilà un niveau qui va m'intéresser après la Fed. Si on vient un peu taper cette zone sur mèche, là on est sur support, soutenu par la MM50 aussi. Effectivement, l'élément qui me dérangeait, c'était l'avalement baissier. Là. On a eu un bel avalement baissier, confirmé avec une bougie rouge derrière. Pas sur le cash, mais sur le futur. Bon, après, c'est toujours compliqué de se positionner à la vente ou même à l'achat avant les annonces de la Fed et les décisions du FOMC. Ça peut, j'ai pas de boule de cristal. On émet des hypothèses sur les annonces à venir, mais on n'a aucune certitude. Donc, encore une fois, prendre le risque de jouer tel scénario ou un autre scénario, bon, en l'absence de signal, je trouve honnêtement que c'est un peu risqué et qu'on n'est plus du tout dans un plan de trading établi en amont avec des zones à respecter, des signaux en attente de confirmation. Là, on est vraiment dans un processus, alors que jouer les annonces des banquiers centraux, c'est un peu faire du gambling. Ça ressemble plus à du casino. Maintenant, libre à vous. Moi, je vais noter des zones clés qui vont m'intéresser après, notamment en données hebdomadaires et le comblement du gap cash qu'on a sur le Dow Jones qui correspond à notre plat Tenkan pour derrière, pourquoi pas, si on n'a rien de dramatique, essayer de se repositionner dans le sens du flux. On s'inscrit quand même toujours dans un V-bottom selon moi. Maintenant, en données 4 heures, ce serait d'aller chercher les 38. On a mis le comblement du gap et pas loin, il est vraiment juste en dessous, ça doit être les 38,2. Pour l'instant, on est vraiment dans la zone, sous MM50. Bref, j'estime qu'il n'y a rien à faire sur le Dow Jones jusqu'à ce soir. Donc, soyez patients et attendez ce soir ou demain matin, le temps que le marché digère un peu toutes les annonces pour vous positionner sereinement. Le Forex, c'est complètement mou. Il ne se passe absolument rien. L'euro à la croisée des chemins, comme toujours. Bon, je ne vous cache pas que j'anticipe une sortie par le bas, très clairement. Je trouve qu'on est sous pression. On a un beau triangle, un beau fanion même. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on va casser par le bas et aller chercher une nouvelle fois les 1,1180. Encore une fois, pas de précipitation. On attend la sortie du triangle, la confirmation. Un stop loss placé juste au-dessus. On vise les 1,1180, puis les 1,1075. Ça reste mon scénario. Néanmoins, je ne vais pas me précipiter. Je trouve que le dollar est légitime face à une politique monétaire plus agressive de la Fed. Il est normal que le dollar continue de se renforcer. Voilà pourquoi je ne serais pas étonné qu'on retourne sur les 1,1180, les 1,1075. Honnêtement, je vois mal l'euro repartir en direction des 1,1530. Peut-être que je me trompe, mais là, actuellement,
La BCE indique hausse de taux peu probable en 2022. La Fed, on va surveiller les dot plots, comme je vous le disais, mais 3 hausses de taux à venir, un tapering un peu plus agressive. Forcément, quand une banque centrale resserre sa politique monétaire, ça renforce sa devise. Alors oui, c'est pricé par le marché, hein, quand même. On voit que le marché a déjà bien pricé. Il se pourrait même que l'euro grimpe après les annonces de la Fed, étant donné qu'on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Donc là, à court terme, oui, mais sur le moyen long terme, j'estime quand même que l'euro n'a aucune raison de repartir pleine balle à la hausse et qu'il va rester fragilisé et sous pression tant que Christine Lagarde n'adoptera pas une politique un peu plus agressive. Voilà pourquoi on surveille le triangle, voire le fanion. Mais là, on est bien parti pour casser par le bas et aller chercher les 11,80 dans un premier temps. Ensuite, en TP2, ce sera les indices 75. Donc si on casse, un stop loss un peu au-dessus, et TP1 et TP2. L'AUD-USD, il est capricieux. L'AUD-USD, il nous a quand même donné le TP1 hier, mais ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre. Pareil, je vois bien l'AUD-USD repartir en direction du sud. J'aurais aimé qu'il se stabilise un peu plus par ici. Ça a laissé une marge de manœuvre pour celles et ceux qui avaient vendu suite au double top. Maintenant, comme je vous l'ai dit hier, plusieurs scénarios. Soit vous avez pris votre TP1, donc vous laissez votre stop loss juste au-dessus et ça finance votre stop loss si le marché repart en direction des résistances. Donc au moins vous sortez à break-even. Sinon, peut-être que certains d'entre vous n'ont même pas pris de TP1, sont restés à la vente avec un stop loss au-dessus et espèrent une nouvelle jambe de baisse. Auquel cas, par contre, si le marché repart, eh bien, vous vous faites stopper. Peut-être que d'autres, au contraire, n'ont pas pris de TP1, ont mis un stop loss à break-even, ce qui laisse peu de marge de manœuvre. Donc, en cas de forte volatilité de spike, vous pouvez très rapidement vous faire sortir à break-even. Mais si derrière le marché repart, bon, ça peut, au moins, vous avez gardé l'ensemble de votre position, ce qui fait que vous devez réaliser plus de gains qu'une personne qui aura déjà pris un TP1. Donc, voilà comment adopter son risque en fonction de votre profil, mais le money management à adopter. Voilà, les trois scénarios, prise de bénéfices, on garde la position. Donc là, c'est le scénario le plus risqué parce que si le marché repart, on perd tout. Les deux autres, une sortie à break-even, mais peu de marge de manœuvre. Malheureusement, c'est vrai que si on était ici, on avait quelques pips d'avance. Là, le moindre spike, on peut se faire sortir même si le marché part. Et sinon, la meilleure solution reste le stop loss financier, je trouve. Prendre son TP1 ici, bon, bah là c'est trop tard, mais au moins garder un TP, peut-être baisser un peu son TP, mettre un stop, enfin, ouais, le baisser, au moins on part avec quand même quelques gains vu qu'on a encaissé sur le TP1, mais ça reste le meilleur scénario, je trouve, celui d'avoir pris des bénéfices et de financer son stop loss. Comme ça, on a une marge de manœuvre. Et maintenant, on laisse le marché décider. Mais effectivement, je trouve ça fébrile. On a fait le rebond, on repart. Bon, il faudrait casser la Tenkan et puis là, on pourrait accélérer enfin en direction des 70. Le GBP USD, pareil, on reste sous pression. Je l'attends dans la zone. J'ai retracé le canal. En partant de ce point haut, effectivement, on a un beau canal baissier. J'aimerais vraiment qu'on reparte taper ici. Voilà, vraiment qu'on aille un peu plus loin dans la zone. Là, en données 4 heures, pareil, passez votre chemin aujourd'hui. On n'arrive pas à valider le double creux. Pour l'instant, ça cale. Effectivement, il y avait un double creux. Je vous disais hier, bon, si on casse, vous pouvez tenter un achat dans l'espoir que ça rebondisse un peu. Mais là, juste avant la Fed, aucune raison de s'exposer au dollar inutilement, d'être soumis à des variations de marché qui peuvent partir un peu dans tous les sens, tant pis.
Sauf si vous êtes positionné en bas. Effectivement, si vous avez réussi à attraper sur mèche, sur zone, eh bien, mettez vos stops à break-even et attendez. Si le marché retombe, eh bien, on aura d'autres opportunités. Je ne pense pas que la zone ici va céder d'un coup. On est quand même sur une grosse zone de prix. Néanmoins, ça permettra justement d'avoir un meilleur niveau, une meilleure entrée pour jouer le rebond sur le GBP USD. Effectivement, à un moment donné daily, petite dernière vague de baisse pour venir taper la zone et le bas du canal, ce serait juste parfait. Mais pour l'heure, encore une fois, il va falloir se montrer patient et attendre que le marché digère la réunion de la Fed. L'AUD-NZD, décidément celui-ci ne veut pas me donner mes objectifs et même m'invalide encore une fois ce plan. Après m'être fait sortir du marché ici sur le stop loss, finalement il a remonté pleine balle. Donc ça aussi, c'est frustrant, mais ça arrive. On avait tenté une première fois le double creux ici, ce n'était pas passé. J'avais mis peut-être un stop loss trop près, mais finalement on est reparti bien fort. Et l'objectif aurait été atteint. Et hier, pareil, la divergence finalement qui ne peut pas être validée, malgré le bel avalement 4 heures. Invalidation du plan, une nouvelle fois. Donc, sur cette paire, décidément, c'est compliqué en ce moment. Tant pis, ça arrive. Je vais attendre plus loin l'AUD et essayer de vous proposer, retourner une nouvelle fois à la vente, mais sur la borne haute du range, cette fois-ci. Donc là, pour moi, on a un range daily et je pense qu'il faut surveiller les 1,06 pour tenter une vente sur ce fameux niveau. Voilà. Ici, on a un très beau niveau, 50% de retracement, 1,06, 13, 1,05, 95. Donc pareil, sur signal, potentiellement dans un range, et peut-être qu'on validera. Pareil, oh, si c'est jouable aussi. Si le RSI remonte un peu, on pourrait avoir de nouveau une divergence. Bon, pour l'heure, ça ne veut pas baisser. Laissons le marché terminer sa hausse, mais surveillez de nouveau la borne haute. Bon, je ferai le point la semaine prochaine, d'ici la fin de semaine, si on atteint ce niveau. Mais là, je pense qu'on a un beau niveau pour tenter au moins un repli une deuxième fois sur l'AUD NZD. Voilà en tout cas le plan à venir, malgré l'invalidation du plan baissier, malheureusement, du début de semaine. Le gold. Le métal jaune, pareil, rien à faire. Honnêtement, il ne se passe absolument rien. J'ai absolument aucune idée d'où va aller le marché, comment le marché va interpréter les perspectives d'inflation. Est-ce que Jérôme Powell va de nouveau supprimer le mot transitoire? Est-ce qu'il va modifier un peu son discours? Est-ce qu'il va évoquer une inflation transitoire mais qui dure? Comment l'once d'or va réagir face aux propos sur l'inflation? Va-t-il jouer enfin son rôle de couverture? Je ne sais pas. En tout cas, je préfère analyser maintenant le gold sur des unités de temps hautes pour filtrer. En fait, filtrer et me débarrasser du bruit qu'on a depuis plusieurs semaines sur des unités de temps plus courtes. Car là, que ce soit en 4 heures, ok, on est dans le range toujours, mais il se passe absolument rien. Toujours dans le range, affaire à suivre. J'espère qu'on aura une bougie flux après les annonces de la Fed, permettrait enfin d'avoir quelques opportunités sur le secteur des métaux précieux.
Je pense notamment au silver aussi. Et pour l'instant, ces actifs-là sont un peu minés, délaissés par les investisseurs. La performance annuelle est assez médiocre. Je crois qu'on est allé négative. Voilà. On enregistre une performance négative, en tout cas cette année. -7. Bon, j'espère que 2022 sera de bon augure pour le métal jaune. Mais actuellement, on a quand même une piètre performance, des actifs complètement délaissés par les investisseurs en 2021, qui n'ont absolument pas joué leur rôle de couverture face à l'inflation, malgré un dollar qui s'était quand même est relativement faible en début d'année, des taux réels au plus bas. Logiquement, on a une corrélation inverse entre les taux réels et le cours de l'or. Ici, les taux réels sont au plus bas et le cours de l'or ne bondit pas. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut faire avec. Je pense que l'or devrait retrouver de sa splendeur à partir de 2022. En tout cas, je l'espère. Les investisseurs ont préféré se positionner sur les actifs jugés plus risqués en 2021. Mais maintenant, avec la politique, enfin, les politiques monétaires à venir des banquiers centraux plus agressives, peut-être que l'or pourrait renaître de ses cendres enfin et nous afficher une belle performance en 2022. Pour l'heure, pour moi, la fin de l'année, je considère qu'elle est bouclée. J'attends de voir d'ici la fin de la semaine si on a une réaction sur l'ensemble des métaux précieux, mais si on reste sous les 1800, que ça ne rebondit pas, je pense qu'il faudra revenir plus tard, après les fêtes, sur le gold. Mais pour l'heure, rien à faire en trading à part jouer le range, mais il n'y a pas beaucoup d'amplitude à avoir. Plutôt un marché réservé aux intraday, aux scalpers. Pour les investisseurs de moyen long terme, les swingers, il faut laisser du temps au temps. Le Brent, là par contre, assez content. La prévision était plutôt bonne. Les chandeliers et les zones ont bien été respectés. On a eu un premier mouvement correctif. Donc là, assez content du résultat. Effectivement, belle réaction sur zone, à savoir la borne basse du canal haussier couplée avec Platen Candle jaune. Pour moi, c'était un gros niveau. Je voyais mal le marché percer ce niveau tout de suite. Au contraire, on avait quand même de la fébrilité depuis quelques jours avec les chandeliers de retournement. Et je pense que le TP1 a été fait sur le Brent. Ah non, pas encore. On pourrait aller chercher plus bas donc. Je garde toujours ce biais baissier. Et là, le TP1, ce serait 71,28. Bon, un peu tôt pour mettre le stop loss à break-even, sauf si vous êtes positionné en haut et vous avez tenté tout de suite des ventes sur les mèches suite à la touchette bas de canal et Tenkan Kijun, ou vous avez attendu l'avalement baissier 4 heures, ou la cassure ici du double top. Dans ce cas-là, première prise de bénéfice, 71,30. Voilà, le bas du nuage, tout simplement. Allez chercher. Deuxième TP, ce serait un peu plus bas, ce serait la zone. Je vais repasser en donner des lignes. Deuxième TP, effectivement, ce serait la zone ici. Voilà, c'est large. Je vais la supprimer. 79, non, 70, pardon, 30. Ouais, c'est ça, entre 70, 30 et 70. Là, on aura un beau TP final, sauf si finalement c'est un range, bon, auquel cas, ce serait ici. Je ne me montre pas aussi ambitieux dans la baisse, aller chercher l'objectif du double top, ça oui. Ensuite, là, on a quand même une belle zone. Et bon, on verra ensuite ce que ça donne ici. Mais aller chercher là, bon, ça me paraît un peu ambitieux, mais effectivement, ça coïnciderait avec un énorme range à venir sur le pétrole. Et là, ça ferait une correction un peu en ABC. C'est un peu la tête d'un dead cat bonds même. Mais bon, on verra. En tout cas, en trading court terme,
chercher le bas du nuage 4 heures et ensuite en TP2 ce niveau-là. Le light. Globalement, on est aussi dans la même structure et dans la même configuration. Par contre, là, la zone qui ça va être compliquée, là, le TP2, ce serait les 66,40, 66,85. Voilà. Le TP2, on le voit très clairement. Je vais enlever l'Ichimoku. Enlever le ratio de Fibo ici. Mince. Voilà. Donc là, le TP2, pour moi, ce serait 66,35, 66,85, cette belle zone de prix. Et le TP1, bon, ça correspond à la zone en fait. Bon, bah ici je mettrais plutôt un TP unique dans la zone. 66,88, 66,30. Ça correspond quasiment à notre zone. 67,36, à peu près. L'objectif théorique, mais ça ne correspond pas à grand chose, alors que là on a une très belle zone de prix un peu plus bas. Mais le plan reste le même que sur le Brent. Les cryptos, bon, jour J pour les cryptos, certains estiment qu'elles devraient réagir après les annonces de la Fed. Bon, on verra. Surtout si Jérôme Powell parle de l'inflation. Est-ce que les cryptos sont une couverture contre l'inflation? Bon, ça reste encore un débat. Comme le fameux débat, est-ce que le Bitcoin est une valeur refuge? Je ne pense pas actuellement. On n'aurait pas des drawdowns de 30-40%. Alors peut-être plus tard à venir, quand le marché sera un peu plus mûr, mieux construit. Mais actuellement, quand on regarde l'or, justement, bah, effectivement, l'or n'a perdu que 6%. Quand les marchés chutaient, même là récemment avec le variant Omicron, l'or a plutôt bien tenu. La performance, certes, est assez maigre, mais vous ne verrez jamais des drawdowns de 10%, voire 20% sur les plus bas. Ce qui montre à quel point le marché est encore jeune et qu'il a besoin surtout de mûrir. Maintenant, encore une fois, ce qui va m'intéresser, ce sera la clôture hebdomadaire sur le BTC. Après une petite frayeur sous les 47K en début de semaine, on est repassé au-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la clôture hebdomadaire, sous la zone, sous la moyenne mobile. Pour l'instant, c'est de la mèche. On sort juste les week-ends et les investisseurs qui ont placé des stops trop près pour venir les liquider pour mieux recharger. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Mais les invalidations sur les crypto-monnaies, c'est en données hebdomadaires. Surtout si vous êtes à long terme. Il faut arrêter avec les données 4 heures, s'inquiéter à la bougie daily. Vous voyez qu'à chaque fois, l'Ethereum a fait le coup aussi, le Bitcoin aussi. C'est vraiment important d'avoir des invalidations sur des unités de temps hautes et à partir de la donnée hebdomadaire. Là, on est soit dans un range, soit dans un canal baissier. J'attends. Honnêtement, j'attends. Je me montre plus prudent. J'ai le sentiment quand même qu'on a une phase de stabilisation sur le BTC qui pourrait permettre enfin un redémarrage, mais je ne veux pas m'avancer et m'affirmer vraiment sur cet actif, étant donné que ça reste quand même assez fébrile, assez fragile. Est-ce qu'on est dans une zone d'accumulation ici? Bon, en tout cas, le marché semble se stabiliser. Après avoir fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, la phase de stabilisation. Donc, après une phase de stabilisation, on pourrait espérer avoir une phase de redémarrage, en tout cas. Mais pour cela, il faudrait qu'on break effectivement les 52 000 et surtout les 53 000. Si on repasse au-dessus des 53 000, je pense qu'il faudra de nouveau chercher des achats sur le BTC.
Là, ce serait déjà un bon point si on a un canal baissier qu'on sorte par le haut. Effectivement, premier signal encourageant, cassure de ce niveau. Deuxième signal encourageant, par la suite, cassure du précédent top. Et derrière, reprise haussière confirmée en cas de franchissement des 53 250. Bien évidemment, la clôture mensuelle nous donnera aussi beaucoup d'indications pour la suite. Enfin, l'Ethereum, même constat. Même constat sur l'Ethereum qui nous fait déjà un avalement baissier, néanmoins rien n'est fait. Pareil, ce que j'aime pas, c'est la divergence, qui est en train de se valider. La dernière divergence mensuelle avait quand même parfaitement fonctionné. Hein. On avait bien retracé les 50%. Donc là, on est à la croisée des chemins. Il reste encore 2 semaines. Rien n'est fait. Mais bon, pas non plus, il faut vraiment, on peut pas être tout le temps osciller, dire oui, c'est l'avenir, les crypto-monnaies, ça ne peut que monter. Non, on a aussi des beaux gros drawdowns, des grosses phases baissières. Et là, je remarque du plus, du positif depuis quelques jours, mais encore une fois, ça reste sur les unités courtes. Là, ce que je veux, c'est l'invalidation sur les unités de temps hautes, en hebdomadaire sur le BTC et en mensuel sur l'Ethereum, pour me dire c'est bon, c'est juste une frayeur, mais sur les grosses unités de temps, les signaux baissiers ne sont pas validés. Et là, pour l'instant, on est un peu sur le fil du rasoir. Pareil, là, la clôture weekly va forcément être pertinente pour savoir justement est-ce qu'on va tenir la zone. Si on retient une nouvelle fois la zone, ce serait vraiment un très bon point. Très encourageant derrière pour la suite. Se dire, on a de nouveau fait un excès baissier, mais ça tient. Enfin, le dernier rempart, comme toujours, le triple niveau de résistance. Borne basse du canal ou d'un éventuel drapeau à confirmer derrière. Niveau de support horizontal et oblique baissière, qui passe par les précédents plus hauts. Donc là, effectivement, c'est une très belle zone de prix. Ça tient. Ce serait un plus si on avait une clôture hebdomadaire au-dessus de la zone. Ça renforcerait vraiment la pertinence de ce niveau et la probabilité d'avoir un canal baissier et donc une nouvelle rotation vers le haut. Maintenant, si on sort par le haut, tant mieux. Si la clôture mensuelle se fait au-dessus des 4180, tant mieux aussi. La divergence ne sera pas validée et on pourrait avoir un redémarrage haussier. Maintenant, si dans les prochains jours et ce soir, les crypto-monnaies chutent lourdement, on fonce les 3600, je pense qu'il faudra commencer à s'alléger dans les portefeuilles, avoir du cash surtout, être un peu plus liquide et revenir après les fêtes. Car à mon avis, on pourra avoir une correction en direction des 3250 et des 1875. Donc là, prudence, le dernier rempart, le pivot clé, qui vous dira si oui ou non il est nécessaire de redevenir un peu plus liquide, d'avoir du cash, de laisser passer l'orage passé pour se repositionner un peu plus tard. En tout cas, pour l'instant, ça tient. Et j'ai hâte de voir la fin de semaine sur les cryptos et derrière la clôture hebdo. Là, on aura vraiment plus de visibilité derrière. On pourra mettre en place un scénario de trading, enfin un scénario d'investissement surtout à moyen long terme. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent
discours de Jérôme Powell, si vous allez l'écouter. Surveillez votre exposition, notamment au dollar. Ne soyez pas trop exposé sur les paires de Forex. Pareil sur les indices. Pensez à vous protéger, mettre des stop loss, si possible, des stops à break-even ou financer vos stop loss. Bref, adoptez une bonne gestion du risque et je vous dis à demain pour faire un point complet après cette fameuse réunion sur la planète finance.